Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs, vous êtes bien sur Radio J et vous avez bien raison. Nous venons d'écouter cette magnifique mélodie de Kippour qui sera chantée dans toutes les synagogues à travers la planète. Mais aujourd'hui, pour cette première émission de l'année, il nous a semblé tout à fait naturel de rencontrer les dirigeants du plus important centre culturel et universitaire de la capitale pour réfléchir avec eux sur l'avenir de la culture juive et des études universitaires. Gadi Bdi, bonjour. Bonjour, Rafi. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ECUJ et vous êtes accompagné de Jean-François Schtroumpf, qui est votre adjoint. Exactement. Bonjour Jean-François. Bonjour, Rafi. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Gad et Jean-François, je voudrais dédier cette émission à la mémoire de Gabi Cohen, dont nous allons commémorer la Haskara la semaine prochaine. Alors, cette année, comme l'année dernière, l'ECUJ organise quelque chose qui paraît anodin pour certains, mais très important. Vous organisez 3 offices pour Kippour dans différents quartiers de la capitale, des offices qui répondent aux rites marocains et tunisiens. Et pourquoi cette ambition de rendre service à tous ces publics, où qu'ils soient? Effectivement, Rafi, on est dans la continuité de cette solennité marquée par cette formidable musique que nous venons d'écouter. Le mois de Tishri est extrêmement important pour le peuple juif, il est important pour la communauté juive française et pour les institutions comme les nôtres, parce que c'est une manière de marquer évidemment une vie juive affirmée, décomplexée, dans un cadre qui est le nôtre, cet espace parisien, de région parisienne élargie, où, il faut le dire, nous sommes à une époque où la vie juive n'a jamais été aussi épanouie, à mon sens. C'est-à-dire que les services apportés au public sont les plus nombreux aujourd'hui, et je pense particulièrement à la cacheroute, au restaurant, au nombre de synagogues qui ne cessent de se développer. Évidemment, l'ECUJ joue ce rôle qui est cohérent avec la nature même de ce que nous sommes, accueillir tous les publics, d'où qu'ils viennent, et leur offrir une porte d'entrée vers la culture, vers l'identité, vers ce développement personnel en tant que juif dans la cité. Et ça passe aussi par une vie juive épanouie. Et donc, le mois de Tishri, pour nous, est un mois où on reprend contact avec une partie de notre public, il faut le dire, parce que tout le monde ne fréquente pas les synagogues, mais une grande partie du public de l'ECUJ vient à nos offices pour Kippour, que ce soit dans ces 3 lieux. Et vous avez des chazanim hors pair. Et nous avons effectivement cette tradition d'avoir des chazanim qui accompagnent ces offices et qui donnent une couleur à ces offices extrêmement forte. Les publics viennent de loin, prennent une chambre d'hôtel pour aller suivre un office à l'ECUJ. Cette année, ce sera avec les 2 chazanim, les 2 chazanim, Mimoun Pérez et Gabriel Pérez. Ils iront également à la salle Rossini où nous aurons un office traditionnel avec Benjamin Gabay et notre responsable des questions religieuses à l'ECUJ, dont le nom m'échappe maintenant. Et puis nous aurons un office à Wagram. Ce 3e office qui est un nouvel office depuis 2 ans que nous avons, et je veux le rappeler, que nous avons créé... Une innovation. En fait, nous l'avons créé, Rafi, pour répondre à un besoin. Vous vous souvenez, avec le confinement, il y a 2 ans, les synagogues
certaines synagogues ont lancé un appel pour demander aux femmes de rester chez elles parce que le nombre de places étant limité avec la distanciation, eh bien, elles ont fait le choix de demander aux femmes de rester chez elles pour que les hommes vous avez pris le qui contre-pied. doivent s'acquitter de la mitzvah puissent participer aux offices. Nous avons décidé de répondre à cette réalité en créant un office avec un nombre égalitaire de places pour les femmes comme pour les hommes. Donc il y a les Wagram. 3 offices à travers la capitale de Kippour Tout à avec fait. des chazanim, donc à l'Écuge, à la salle Rossini et à la salle Wagram. Et Jean-François Schtroumpf, monsieur protecteur de la nature, vous allez lui parler de la souka. C'est la plus belle souka, une des plus belles soukas de Paris, qui surplombe les toits de Paris. Et cette renommée de la souka du centre était connue à travers tous les fidèles. Et on peut venir manger, etc. Alors oui, c'est une occasion extraordinaire de retrouvailles. Il y a énormément d'habitués qui tous les ans se redonnent rendez-vous pour être dans la souka. Elle est ouverte à tous. Elle est ouverte, elle est grande, elle est belle. Et comme vous dites, Rafi, la souka, c'est un symbole du rapprochement avec la nature. Il y a ces fameuses 4 espèces de soukot. Si l'une venait à manquer, alors la mitzvah ne serait pas accomplie. On ne peut pas faire la bracha, on ne peut pas faire la bénédiction si les 4 espèces ne sont pas là. Ça veut dire, c'est un rappel permanent du lien avec la biodiversité. Si une seule espèce nous manque, tout s'effondre. Donc il faut les 4 espèces. Et de la même manière qu'il nous faut les 4 espèces, il nous faut aussi tous les types de publics. C'est pas une souka d'un clan, c'est pas une souka d'un courant religieux. C'est-à-dire le loulav, c'est les 4 dimensions de la vie juive. Et au centre, on n'exclut personne. Personne. Je veux dire que l'unité du peuple juif est prioritaire pour le centre, mais l'unité, c'est pas l'unicité. L'unité, elle peut être plurielle. C'est Elle bien doit la être philosophie. plurielle, absolument, oui. Et cela s'applique évidemment dans le cadre de la souka avec des soirées dédiées, mais aussi avec des rencontres, puisque traditionnellement, la soukot est l'occasion pour nous d'inviter nos amis d'autres traditions qui viennent déjeuner ou dîner sous la souka avec nous pour justement partager ce moment de diversité en commun. Et également, vous avez parlé des différents groupes de personnes. Certains trouvent à l'Écuge et sous la souka de l'Écuge une sorte de refuge. Et je veux saluer nos amis de Bet Haverim qui viendront sous la souka pour une soirée qui leur sera dédiée, mais également nos amis de Yachad, le mouvement de jeunes de GEM, Judaïsme en mouvement, qui viendra passer une journée avec les jeunes sous la souka, et nos amis Massorti également, qui viendront organiser des événements sous la souka. La souka devient le centre de la vie juive. Le centre de la vie Absolument. juive, avec également nos amis chrétiens. Le CUJ, vous le savez, dans le 10e arrondissement, eh bien, nous aurons des amis de la paroisse d'à côté qui viendront déjeuner sous la souka, partager un moment avec nous. Et c'est symboliquement très important, puisque Sukkot, c'est la fête durant laquelle, au temple de Jérusalem, étaient représentées les 70 nations. Donc la souka, c'est le prolongement de cette tradition du temple de Jérusalem. Et donc recevoir des amis non juifs dans une souka n'est pas un acte anormal. Il est dans la tradition juive depuis les temps les plus reculés. Précisément parce que Sukkot, c'est la fête des nations. Des nations. Et c'est en direction des nations. Et je veux, Rafi, remercier vraiment les personnes qui nous entourent, particulièrement un certain nombre de membres du conseil d'administration, qui nous donnent cette liberté d'incarner justement cette porte ouverte à tous. Je parlais tout à l'heure du responsable de la vie juive à l'Écuge, qui est Maurice Moyal. Il m'excusera de ne pas l'avoir cité tout à l'heure. Mais évidemment, je veux remercier le président Yves Rouas et tous les membres du conseil d'administration qui soutiennent cette vision, qui est une vision essentielle dans l'écosystème juif. Aujourd'hui, il nous paraît fondamental d'être en prise avec la cité. Et être en prise avec la cité, c'est être en première ligne de la laïcité, tout en étant à l'aise avec notre identité juive et avec une vie juive affirmée. Voilà, pour Tishri, donc, un renouveau cette année dans la pensée, en tout cas dans les actions, dans les offices et dans les publics. Alors, Gadibdi, Jean-François, je trouve, malgré la pandémie, l'Écuge a su demeurer le haut lieu culturel
et universitaires. Vous avez réussi à négocier le tournant numérique, à maintenir en Zoom toutes les grandes activités, les débats, les rencontres, avec toujours des thèmes inédits et avec des personnalités de tout premier plan. C'est vrai, mais j'ai envie de dire que de notre point de vue, cela s'est fait naturellement. Parce que nous avons cet ADN à l'Écuge qui est celui de l'innovation et celui du service public. Je ne cesse de rappeler à mon équipe que l'Écuge, c'est un service public culturel et donc qui s'adresse à tous les publics, toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à la culture juive, au savoir juif sous toutes ses formes. Nous devons être à leur service. Donc effectivement, ce qui est apparu quelque part comme une réponse innovante à la situation, au moment où nous étions quasiment tous dans ce pays figés par cette crise qui nous a saisis. Nous avons été en mouvement et toute l'équipe a répondu présent pour accompagner ces publics qui, isolés chez eux, ont gardé ce lien avec la convivialité d'un échange avec un intellectuel, ce lien avec un enseignant, ce lien avec la langue, et nous avons assuré la continuité pédagogique pour l'ensemble des cours, que ce soit les cours d'hébreu ou les cours de Limoud. Déroulons, s'il vous plaît, Jean-François et Gad, pour que nos auditeurs... Comment illustrer? Déroulez-nous la rentrée 5782 à l'Écuge cette année. Cette rentrée se fera évidemment encore sous le signe de la pluralité. Elle se fera sous le signe de la convivialité, parce que nous avons besoin de nous retrouver, et elle se fera sous le signe de l'innovation. J'en vais employer un terme barbare de l'hybridicité. L'hybridicité, pour nous, c'est une manière d'accompagner l'ensemble des publics que nous avons pu toucher pendant cette année et demie, qui se trouvent partout dans le monde. Rafi, vous le savez mieux que personne, l'Écuge tient un rôle fondamental dans l'écosystème des institutions juives. Vous avez été le promoteur. Est-ce que quand je dis, Gad, que vous ne vous résignerez jamais, vous et Jean-François, à la médiocrité, parce que votre idéal que vous défendez toujours à travers ce que vous me dites, c'est de donner à la communauté juive française et au-delà, la cité tout entière, un lieu de vie, un lieu de convivialité, de rencontre et de dialogue, où s'expriment en toute liberté, dans leur surprenante diversité, toutes les formes de la culture millénaire juive. C'est ça que vous maintenez Oui, c'est une belle manière de le dire. Mais Rafi, en développant nous-mêmes ces programmes, cette qualité, cette exigence, nous avons également un moteur, une double détente. La double détente, c'est ce qui se joue aujourd'hui dans la communauté. C'est-à-dire que nous pouvons être les déclencheurs, nous pouvons être innovateurs, nous pouvons inventer des nouvelles modalités. Je fais une petite parenthèse. Quand vous parlez de numérique, nous n'avons pas inventé l'Ulpan en ligne au lendemain de la pandémie. L'Ulpan en ligne était opérationnel 2 ans avant la pandémie. Nous avions 40 élèves qui apprenaient l'hébreu en Zoom avant la pandémie. Et donc, ça a été évidemment plus facile pour nous. Nous n'avons pas inventé des cours en ligne. Les cours en ligne existaient 5 ans avant la pandémie, avec la création de l'UNEJ, de l'Université numérique européenne des études juives. Vous êtes d'ailleurs vous-même le fondateur, le promoteur de ces modalités. Mais la double détente dont je veux parler, Rafi, c'est en présentant et en développant cette exigence, eh bien, nous entraînons avec nous beaucoup d'autres acteurs. Je veux faire référence ici aux mots extrêmement puissants prononcés, que ce soit par le grand rabbin de France, Chaim Corsia, par le président des consistoires, Joël Mergui, ou encore par les présidents des institutions comme Francis Khalifa ou comme la maire de Paris. Lors de la dernière cérémonie des vœux, ils ont tous rendu hommage à l'Écuge, au travail effectué une reconnaissance des pouvoirs publics. Une sorte de reconnaissance, mais pas seulement. C'est aussi la reconnaissance d'être un modèle. Quand Joël Mergui relève, lui qui a fondé le CEJ, qui est un formidable outil, relève que l'Écuge est un modèle pour le CEJ, je trouve que c'est intéressant, même si j'ose espérer que le CEJ sera autre chose qu'un doublon
de ce qu'est l'ECUJ aujourd'hui, parce que lorsque nous mettons des moyens extrêmement importants pour créer des lieux, il faut aussi mettre des moyens pour innover et que ces lieux apportent un nouveau paradigme. C'est ce que nous recherchons. L'ECUJ ne fait jamais ou peu ce qui se fait déjà ailleurs, ce qui permet de respecter les prérogatives des uns et des autres. Et nous essayons en permanence, qui est une gymnastique qui n'est pas simple, hein, nous essayons en permanence de creuser des sillons que d'autres pourront suivre. Et ce que nous faisons ici, parce qu'il faut le reconnaître, il y a des acteurs culturels dans la cité aujourd'hui, que ce soit dans l'écosystème juif ou non juif, qui nous inspirent également. Donc il faut le reconnaître et nous aimons travailler avec les autres. Nous aimons leur dire, vous avez une super idée, développons-la ensemble. Nous aimons accueillir des porteurs de projets, des jeunes porteurs de projets qui ont une idée formidable et leur dire, mais voilà, tu as une belle idée, viens travailler avec l'ECUJ, nous mettons toute la puissance de ce qu'est cette institution au service de cette idée, sans calcul, sans logique institutionnelle trop complexe. Nous sommes au service du public. Alors Jean-François, ce que nous explique Gadibdi, c'est que, il le dit avec d'autres mots, ce dont on a besoin par-dessus tout, c'est d'avoir des clés pour comprendre le monde juif de notre temps dans toute sa complexité. Absolument. Et en fait, les publics visés vont bien au-delà de la communauté juive. Pour deux raisons. D'abord parce que la communauté juive ne comprend pas, la communauté juive organisée ne comprend pas tous les juifs de France. Il y a des tas de juifs qui sont à l'extérieur de la communauté. Et nous devons quand quelqu'un, Gad et Jean-François, quand quelqu'un franchit le seuil de la rue Lafayette, qu'il soit pratiquant, pas pratiquant, sioniste, pas il est sioniste, toujours autant le bienvenu. Voilà, il est toujours autant le bienvenu. Mais à la limite, s'il est non-juif et qui s'intéresse à la culture juive, au savoir juif, il est aussi le bienvenu. Parce que pour nous, cette passerelle entre la communauté juive et la cité, c'est l'incarnation même de ce que nous sommes au quotidien. Si vous voulez, Rafi, il y a un jour de Kippour avec des juifs de Kippour, mais nous, des juifs de Kippour, entre guillemets, qui viennent faire comme ça une petite incursion dans la vie juive, on en reçoit tous les jours de l'année, qui viennent parce que... On n'a pas besoin d'attendre Kippour. Voilà, parce que ce centre d'intérêt-là, il n'était pas ailleurs dans la communauté, alors ils viennent chez nous. L'ECUJ, ce n'est pas simplement les offices, bien sûr, la vie juive intensive, c'est aussi un Bet Alimoud dirigé par Claude Sultan, c'est la diversité des textes fondamentaux du judaïsme. Oui. C'est un enseignement de très haut niveau pour un public en attente de ces décodages des textes fondamentaux du judaïsme. C'est toujours le cas du Bet Alimoud. Tout à fait. Le Bet Alimoud de l'ECUJ a servi de modèle d'ailleurs, il faut le rappeler, à des centres d'études un peu partout en France. C'était sa vocation première. Mais Claude Sultan lui a donné une dimension, je dirais, qui transcende et la question des savoirs, c'est-à-dire qu'on est dans un Bet Alimoud pluridisciplinaire où on va aborder les textes fondamentaux de manière pointue. Le cahier des charges est extrêmement... à la portée de tous les publics. Et évidemment, avec un cahier des charges extrêmement clair, pas de prérequis. Que j'étudie depuis 10 ans ou que je vienne pour la première fois, le cours doit me parler. Deuxièmement, les cours sont mixtes. Les cours permettent à tous les sens d'accueillir du terme mixte. tous les publics. Les cours... Même les enseignants sont mixtes. Et même les enseignants sont mixtes puisqu'ils permettent d'incarner l'ensemble des sensibilités des mondes juifs, des courants du judaïsme, que ce soit avec des enseignants des rabbins du consistoire, que ce soit avec des Chabad, que ce soit avec des libéraux. Le Limoud Lab de l'ECUJ accueille tous les enseignants et tous les publics. Mais c'est extrêmement important parce que si je cherche aujourd'hui un point d'entrée vers l'étude du Talmud, Rafi, bien j'ai trois possibilités. La première, c'est de m'adresser au rabbin de la synagogue d'à côté, et qui en général est également un enseignant, donne un cours hebdomadaire dans sa synagogue. Lorsque j'ai cette sensibilité-là, la réponse est probablement la plus adaptée. La deuxième réponse, si je veux apprendre le Talmud aujourd'hui, c'est de me réunir avec quelques amis autour
d'un sachant, de quelqu'un qui va nous accompagner dans l'accès au texte. Donc là, on est dans des noyaux un peu confidentiels. La troisième, c'est les CUG. La troisième, c'est les CUG qui permet les lundis après-midi et les mercredis après-midi, à partir de 14h, d'avoir des cours d'accès au Talmud et à la pensée juive, animés en l'occurrence par Claude Sultan, et qui accueille tous ces publics-là. Et je trouve que c'est formidable. Il faut rappeler que Claude Sultan est aussi enseignant à l'école rabbinique. Exactement, c'est notre référent de ce point de vue. Et il est aussi celui qui invite d'autres rabbins. Et la nouveauté du Bet Alimoud de cette année sera d'inviter des rabbins de toutes les sensibilités, mais également de tous les pays européens. Nous avons invité des rabbins de Belgique, du Luxembourg, d'Allemagne, de Berlin, qui vont venir donner une leçon dans le cadre du Bet Alimoud de l'Écuge cette année. Donc cette diversité foisonnante de l'Écuge, ce dynamisme, mais il y a aussi ces activités. Vous allez recevoir pour la leçon inaugurale de l'Institut Elie Wiesel, et on salue le doyen Franck Larosky, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Oui, amen, amen. Et je sais que vous pensez à lui tous les jours, mais c'est très important de dire que quand Osperber va faire la leçon inaugurale, mais un peu avant Boris Cyrulnik, mais qui dans cette communauté a ce type de personnalité? Personne. Je le dis, mais je suis sur une radio juive, personne, parce que ils viennent parce qu'ils reconnaissent la qualité aussi de l'Écuge et de l'université universitaire. Mais oui, mais je trouve que si vous parlez de Boris Cyrulnik, par exemple, qui nous fait le bonheur d'être membre de notre conseil scientifique, on a su, avec l'Institut universitaire Elie Wiesel que vous avez fondé, Rafi, avec Franklin et Edmond Elalouf, l'occasion à nouveau de leur rendre hommage et de vous rendre hommage, l'Institut Elie Wiesel répond à des besoins extrêmement importants. C'est une idée extrêmement simple et fondamentale, permettre au savoir universitaire de pénétrer le grand public, d'être accessible au grand public. Quand effectivement ces personnalités que l'on trouve derrière le grand écran, ou parfois même évidemment à la radio, parce qu'ils acceptent souvent de participer à des émissions, ces personnalités viennent parce qu'elles savent qu'elles vont s'adresser à un public qui est large, mais également à un public intéressés, de qualité. Alors, donc la diversité, les offices, tout ce qui reflète les dimensions de la vie juive, les offices, les cours, les ulpanim, le Bet Alimoud, l'institut universitaire, les leçons, une soirée dansante qui se programme le 18 septembre pour les jeunes, jeunes pour les jeunes. Ça, c'est des nouveautés inédites. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire en une minute, Gad et Jean-François, à votre public, à la communauté, de la part, au seuil de cette nouvelle année? Alors, je prends quelques minutes pour... Non, une minute. Alors, une minute, pour marquer à nouveau une autre approche de lien avec le public. Nous lançons en fait un grand programme de fidélisation que nous appelons Maille Écuge et qui permet à tout un chacun d'adhérer, de devenir membre de l'Écuge. Évidemment qu'il y a des avantages à cela, des avantages de réduction, des exclusivités, etc. Mais toutes nos auditrices et nos auditeurs doivent savoir que l'Écuge est leur maison. Et alors, une manière de l'exprimer... Un téléphone et un mail. Alors, Jean-François. Alors, un téléphone 01 53 20 52 52, 01 53 20 52 52, et surtout un site www.ecuge.fr, ECUJE.fr, et une adresse bien connue maintenant. Jean-François, je trouve, Shana Tova, et une très bonne année de bénédiction et de patience avec les Juifs.